Donc je me présente, je m'appelle Tiffany Souter, je suis relation développeur à Microsoft. Et n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, je réponds aux questions de n'importe qui m'envoie un message, donc il n'y a pas de souci. Et donc j'ai pas tout le temps été dans ce domaine-là de l'IT. Moi à la base j'ai fait une thèse en ingénierie génétique et du coup je viens du monde de la biologie. Et en fait, je le fais sur une slide à peu près. Ça, c'est mon parcours, un peu infographié. Et puis, je vais vous mener dans la route un peu sinueuse de mon parcours, en fait, dans l'informatique. Donc, ça commence il y a à peu près 3 ans. Quand j'étais en thèse et en fait je me suis rendu compte qu'on faisait énormément de choses en génétique à la main. Enfin, on faisait beaucoup de choses sur des Excel, de l'analyse de génome, des trucs comme ça. Et je trouvais ça pas trop cutting edge. Je pense qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire de façon plus automatisée que ça. Et un jour, je me suis retrouvée à analyser des courbes de croissance de bactéries à l'appel. Et c'était une tâche ultra répétitive. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a moyen de gagner du temps avec ça. Et j'en avais marre. Et du coup, un soir, je me suis dit, je vais essayer de regarder comment je peux automatiser ça. Et j'ai écrit mon premier script en R. Et j'ai réussi à faire une tâche en une fraction de seconde qui me prenait avant plus de 3-4 heures à faire. Et même si j'avais passé énormément de temps à écrire ce script, parce que moi j'y comprenais rien, à la fin ça m'a fait gagner énormément de temps, je pense. Et après, à partir de là, je me suis dit, mais en fait c'est trop bien, l'informatique, j'ai envie d'apprendre à faire plus de trucs. Et tous les jours, quand je faisais de la recherche, je trouvais des applications en fait, de trucs qu'on pouvait faire, qu'on pouvait automatiser si seulement j'avais plus de connaissances en informatique. Et c'était à l'époque, 2014-2015, du big data. On commençait à parler pas mal de big data, on commençait à parler de pas mal d'intelligence artificielle et de machine learning. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'en fait, on pouvait peut-être l'appliquer à l'analyse de génome. Et en fait, je me suis pas mal intéressée à ça. Et vers la dernière année de ma thèse, c'est là que je me suis dit qu'en fait, j'allais pas continuer dans la recherche, que j'allais vraiment me lancer pleinement dans ma reconversion, que j'allais faire du machine learning. Et c'est ça mon ambition à la base. Donc là, on en est sur la première petite bosse où je suis à la fin de ma thèse. Je suis docteur, je suis au bout de ma vie parce que je suis enfin arrivée à faire ça et j'ai l'impression d'être au top, quoi. Je suis experte dans mon domaine et là, je commence à penser à ma reconversion. Et forcément, donc, quand vous enchaînez pas tout de suite un postdoc ou un truc comme ça après votre thèse, vous êtes au chômage. Et puis, au bout de 2 mois de chômage, mon entourage me pose des questions. Écoute, t'as fait une thèse, t'as fait un bac+8, quand est-ce que tu vas recommencer à travailler? Et en fait, moi, j'étais en train de bosser sur ma reconversion et doucement, je commençais à en parler à mon entourage. Et la plupart des gens m'ont soutenu, mais je me suis pris quand même quelques remarques. Je me suis pris mais en fait, on t'a payé tes études pour rien. Tes parents, ils ont investi de l'argent et puis toi, en fait, tu t'en vas, tu fais autre chose. On m'a aussi sorti, tu as reçu une bourse d'excellence pour faire ta thèse et puis c'est payé par l'État et en fait, tu es redevable un peu aux contribuables de continuer ta recherche, de continuer dans la recherche et de faire un truc que t'aimes pas. Du coup, j'étais un peu, on m'a beaucoup soutenue et puis ces quelques remarques-là m'ont quand même un peu mis le moral dans les pieds. Je me suis dit, mais mince, en fait, pas mal de gens voyaient ça pas très très bien. Et puis, je me suis aussi pris des remarques du style, c'est un domaine de mec et tu vas te retrouver dans un domaine que tu vas pas forcément aimer parce que tu veux pas te retrouver dans ton élément ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi on a essayé de me décourager un petit peu. Donc, c'est les petits bouts comme ça qui pointent du doigt avec la petite croix. On en est là et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir pas mal de doutes. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce qu'effectivement, en étant une femme, c'est pas plus compliqué? Finalement, j'ai quand même décidé de me lancer. Et j'avais un peu trop de confiance en moi, je crois, parce qu'après avoir fait une thèse, on est un peu fier de soi, on se dit qu'on est smart ou quoi, alors qu'en fait on n'est pas plus smart que la majorité des gens, hein, rassurez-vous, c'est juste qu'on a fait plus d'études, c'est tout. Mais au final, je commence à me lancer en intelligence artificielle et puis je me prends une grosse claque parce que je ne sais pas du tout coder en Python. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine que quand on fait une reconversion, il ne faut pas redescendre d'un étage en soi-même.
Et se poser et se dire qu'en fait, ben, on recommence à l'état de fœtal, en fait. Il faut accepter de redevenir novice dans un domaine. Ça, c'est compliqué. Je pense que pour n'importe qui veut faire une reconversion, en fait, il faut accepter de descendre de son statut d'expert, de son piédestal un peu, et de se dire, bon, ben voilà, je recommence au novice, je recommence à l'état de bac+1, et puis j'apprends à coder. Et donc je suis à l'étape du petit bébé que vous voyez là. C'est pas facile, mais je reprends espoir et je me dis que finalement j'y vais petit à petit. Donc la reconversion, c'est aussi accepter les small wins, d'apprendre un petit peu chaque jour. Donc j'ai appris à définir une fonction en Python, j'ai appris ce que c'était une classe, j'ai appris ce que c'était une for loop, une while loop, et en fait je me disais, bon bah j'avance pas très vite, mais j'avance à mon rythme, et tous les jours j'apprenais un petit truc nouveau, et c'est important je pense parce que c'est très difficile d'apprendre à coder quand on n'a pas fait ça depuis toujours. Et c'est très décourageant de tomber sur des bugs, de ne pas comprendre un truc. Et je pense qu'il faut toujours, à la fin de la journée, même si on est resté sur un bug, se dire qu'en fait on a quand même appris un petit truc. Et au final, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'intégrer des communautés. Donc, comme ici, ce soir, vous êtes dans un meet-up, il y a des orgas, en fait, qui organisent ce meet-up. Et en fait, au sein de ces meet-up-là, même ces orgas-là, en fait, quand vous discutez avec eux, et c'est ça, en fait, qui est ultra riche dans ce genre d'événement, c'est qu'après le meet-up, vous pouvez venir parler avec les speakers, vous pouvez parler avec les orgas, vous pouvez rencontrer des gens autour de vous qui sont passionnés. Et dans les gens que vous allez rencontrer, il y a des experts qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à devenir vos mentors. Et moi, c'est ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré énormément de soutien. J'ai rencontré des femmes qui faisaient de l'informatique, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Il n'y a pas de femmes, malheureusement, du coup, personne qui peut comprendre. Mais enfin, peut-être que vous pouvez comprendre par empathie. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, elle m'expliquait leur point de vue. Elle m'expliquait aussi que non, c'était pas impossible de travailler dans un monde majoritairement masculin, qu'il y avait énormément de gens bienveillants. Et au final, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est surtout le soutien des communautés. Et je pense que quand on fait une reconversion, c'est important de ne pas rester dans son coin. Le truc avec l'informatique, c'est qu'on peut facilement trouver toutes les informations sur Internet. Et c'est potentiellement facile de rester dans son coin à coder tout seul. Mais en fait, je pense que c'est vachement important de partager tout ça avec d'autres personnes, et même de parler de vos projets perso, parce qu'il y a des idées qui se créent au moment où vous parlez avec eux, c'est sûr. Et du coup, j'apprends à faire du Python, et après, je me lance dans le machine learning, et là, c'est beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, je décroche ma première certification en machine learning, et sur une plateforme qui s'appelle Udacity, qui délivre des nano-degrés qui est vraiment super bien. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre un domaine, tout ça, cette plateforme, elle est top. Mais elle n'est pas donnée. Et du coup, j'arrive à la fin de cette reconversion, enfin, c'est pas la fin de ma reconversion, mais en tout cas, je fais cette certification-là, je me sens trop forte parce que j'ai ma certification machine learning et puis j'ai ma thèse et je me dis ça va être trop bien. Et là, du coup, je décoche mon premier job par le biais d'une organisation qui s'appelle Fitech. Et en fait, le concept, c'est Fitech vous forme pendant 3 mois et ils sont en partenariat avec des entreprises. Et les entreprises, en fait, s'engagent à vous embaucher à la fin de la formation si vous avez réussi. Et donc, je fais cette formation de 3 mois et je valide la formation. Et du coup, une boîte de consulting m'embauche en tant que consultante pour ma première mission. Et là, encore une fois, je suis au bout de ma vie, je suis trop contente. Et on me donne ma première mission. Et en fait, quand on est tout jeune, enfin junior en informatique et qu'on commence dans le consulting, en fait, il y a un commercial qui arrive et qui vous demande ce que vous aimez faire. Et puis après, il va prendre plus ou moins la première mission qui passe. Et puis ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous voulez faire. Mais vous, comme vous voulez mettre le pied à l'étrier et commencer à bosser, vous allez prendre ce qui passe. Et moi, ce n'est pas du tout du machine learning qu'on m'a donné à faire, alors que c'était ce que j'avais dit que j'aimais faire. On m'a donné une mission en data visualisation. La data visualisation, en gros, c'est de faire des graphes. Dans une entreprise en plus dont le domaine ne m'intéressait pas vraiment, c'était les voitures. Du coup, je suis en bas là. Je suis tout en bas, c'est moi sur mon bureau en train de faire des graphes alors que j'aime pas du tout faire ça et puis dans un domaine qui m'intéresse pas. Et en fait, là, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour ce job? Est-ce que j'ai bien fait de faire une reconversion? Est-ce que je ferais pas mieux de retourner en ingénierie génétique? Et finalement, en fait, j'ai pas lâché l'affaire parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de métiers dans l'informatique. Et ça, c'est un truc qu'on réalise pas forcément quand on veut faire une reconversion, c'est qu'il n'y a pas juste, quand
quand on dit développeur ingénieur en informatique, ça veut rien dire. Il y a des DevOps, il y a des front développeurs, il y a des back développeurs, il y a des data ingénieurs, il y a des ML engineers, des data scientists, il y a plein de trucs. Et au final, il faut trouver ce qu'on aime faire. Donc moi, j'ai vraiment identifié ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le cloud et je voulais faire du machine learning ou de la data engineering. Et du coup, j'ai continué à bosser, mais à côté de mon taf. Sur ça, j'ai bossé sur des projets perso et quand j'ai commencé à bien savoir me faire la main, à gagner, à monter en compétences, j'ai commencé à parler en conférence. Parce qu'on me l'avait conseillé pas mal quand j'étais dans les communautés de développeurs. On m'avait dit que les speakers étaient une race assez rare au final, dans le paysage français en tout cas. Et du coup, je me suis lancée, j'ai fait mes premiers talks. Et là, ça a été un peu exponentiel dans ma carrière. J'ai rencontré énormément de gens, des gens très très intéressants. Ça a augmenté ma visibilité auprès de ces personnes-là qui avaient beaucoup d'expérience et qui connaissaient énormément de personnes. Et avec du bouche à oreille, en fait, mon profil a commencé à émerger dans la sphère de la tech. Et j'ai eu des offres d'emploi par des entreprises qu'un an avant, j'aurais jamais cru qu'elles m'auraient jamais contactée. Notamment plusieurs GAFAM. Aujourd'hui, je suis à Microsoft. Et c'est aussi par ce biais. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas parlé à des événements. Donc moi, je vous le conseille. En tout cas, ça a beaucoup joué pour moi. Et par le biais de ça, en fait, c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui je suis ici, que je vous parle et que je suis relation développeur à Microsoft. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, en 3 ans, où est-ce que je suis arrivée. Au final, je résume tout ce que je vous ai dit, si jamais vous êtes endormi. Mes best moves dans ma carrière, c'était de profiter à temps plein de mon chômage pour faire cette reconversion. J'ai pas repris un job de peur d'avoir cette espèce de trou, comme on dit dans le CV. En fait, non, je pense que quand vous voulez faire une conversion, il faut y aller à fond. Vous pouvez pas avoir un job à côté et travailler le soir, vous allez être crevé. Enfin, faites-le à fond, quittez votre emploi, donnez-vous une deadline, dites-vous, voilà, dans 6 mois, j'ai trouvé un truc, mais faites-le à fond, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Je me suis impliquée dans les communautés des développeurs et il y a pas mal d'étudiants ici. Je pense que c'est le moment pour vous en fait, parce que vous avez le temps de le faire. Et puis même après, quand vous travaillez, c'est un très bon bien pour en tout cas faire mûrir votre réseau. Donc pensez-y. Je me suis lancée dans des projets perso et je pense que c'est aussi très important parce que c'est là où vous êtes le plus passionné en fait. C'est pas forcément avec vos projets à l'école ou les trucs que vous faites en entreprise. Vous êtes passionné quand vous faites des projets perso et ça vous donne de la matière pour pouvoir parler en conférence. Et parler en conférence, je pense que c'est le sésame, enfin c'est le must si vous voulez faire en sorte que votre profil soit visible dans la communauté des développeurs. Donc un petit résumé pour mes conseils. Pour ceux qui souhaitent faire des reconversions, je pense qu'il y a, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ici pensent à une reconversion en IT, mais en tout cas pour cela, trouvez une communauté, trouvez un mentor, restez concentrés sur le positif parce que c'est vraiment facile de se décourager. Et pour les femmes, il n'y en a pas ici, mais voilà, elles peuvent le faire. Et pour ceux qui travaillent en IT et qui travaillent, qui sont proches de gens qui ont fait une reconversion, je leur conseille de devenir mentor parce que du coup, moi, je le suis maintenant. Je forme des gens dans le web, même si ce n'est pas mon domaine, mais au final, quand on veut faire du 101, HTML, CSS et JavaScript, ça va, on peut devenir mentor. Et en fait, c'est très enrichissant de le faire, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et tout ça. Parler avec quelqu'un qui fait sa reconversion, c'est vraiment une super expérience. C'est important de les soutenir moralement parce qu'ils ont l'air déprimés, c'est juste qu'en fait, ils se cassent les dents sur leur code, c'est tout. Et j'ai écrit « Prenez conscience de vos biens inconscients ». Qu'est-ce que c'est un bien inconscient? En gros, c'est tous les réflexes qu'on a qui sont inscrits dans notre psyché, qui sont dus à notre culture générale, à notre historique, qui fait que parfois on pense pas du tout à mal, mais on a des biais inconscients qui font qu'on a des comportements qui peuvent parfois blesser certaines personnes. Et je vais vous citer 3 exemples. D'abord, spoiler alerte, je veux juste dire que j'ai eu énormément de chance dans toute ma carrière de n'avoir travaillé que pratiquement avec des hommes bienveillants. Donc j'ai pas une histoire de ouf, un #MeToo à vous raconter, c'est pas du tout. Mais il y a des petits trucs que je peux vous dire. En plus,
c'est bien qu'il n'y ait que des hommes, du coup, peut-être que vous faites ces erreurs-là, je ne sais pas. Mais petite anecdote, ma première semaine de taf, à mon premier job, il n'y avait que des mecs. Et on était dans un open space, et du coup, je m'installe à mon petit bureau, et je suis un peu timide, normalement, du coup, je suis là en train de coder. Voilà, eux, ils font des blagues et tout, et moi, je suis pas très bien intégrée encore. Et puis, à un midi, il y a un mec qui se lève, et puis il dit « Bon, allez, les gars, on va manger ». Et du coup, moi, je baisse la tête et tout, et je me dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En fait, quand il a dit les gars, bah, je savais pas si j'étais invitée, si j'étais inclus dans le groupe. Et du coup, en fait, il y a eu un malaise, je crois, parce que il y a des mecs qui se sont levés, et puis ils ont regardé dans ma direction, et puis ils se sont dit ah, elle lève pas la tête, peut-être qu'elle veut pas manger avec nous. Et du coup, ben, la première semaine de taf, je mangeais toute seule. C'était vraiment pas un win de ouf. Et après, ben, j'ai commencé à sympathiser avec les mecs de la team qui étaient tous très très gentils au final. Et puis un jour, ils vont se lever pour manger. Et puis il y en a un qui vient vers moi et qui fait « Tu veux venir ?» Et du coup, je fais « Ah ouais, bah, carrément, parce que j'ai pas d'amis là. » Donc, et en fait, c'était super sympa juste de faire ce premier pas vers moi. Parce que juste, je suis timide. Je pense qu'une autre fille, peut-être qu'elle y serait allée, mais enfin, c'est moi quoi. Et en fait, c'est juste, je pense, juste changer le « Salut tout le monde » où on y va tous ensemble. Et juste, ça fait une grosse différence parfois pour... Enfin, c'est difficile pour une fille juste de s'imposer dans un groupe de mecs. Donc, si vous pouvez penser à ça, c'est cool. Une autre anecdote, ça, c'est pas moi, parce que moi, enfin, c'était avant le Covid, quand on faisait encore la bise. Du coup, peut-être que maintenant, après le Covid, vous ne rencontrerez jamais ce problème-là. Mais dans mon ancienne entreprise, du coup, les hommes, quand ils venaient dire bonjour, ils serraient la main. Et puis, quand c'était vers une fille, en général, ils se penchaient pour faire la bise. Et moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça, jusqu'au jour où j'en ai discuté avec une autre fille qui me disait « Moi, j'accepte jamais de faire la bise parce que je ne veux pas qu'il y ait de différenciation entre les collègues masculins et les collègues féminins. » Et moi, j'y avais jamais pensé. Et au moment où elle me l'a dit, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit « Ah ouais ?» Et elle me fait « Parce qu'inconsciemment, il se passe quelque chose. Enfin, la relation n'est pas la même. » Et j'y avais jamais pensé. Et elle me dit « Moi, quand quelqu'un arrive, je tends la main direct, comme ça, il n'y a pas de problème. Le mec se penche pas, il n'y a pas de malaise, je ne mets pas un vent. » Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être un truc qu'il faudrait peut-être plus vastement dire. En fait, juste quand vous dites bonjour à une femme dans le cadre du travail, peut-être pencher la main directement ou sans qu'il y ait de malaise. Ou en tout cas, sachez que certaines femmes ne font pas la bise au travail. C'est pas forcément mon cas, mais je trouve que c'est important de peut-être le dire là. Et puis, dernière anecdote, si j'ai le temps... ça, c'est pas moi. C'est une pote à moi qui était en promo avec moi en biologie. Elle a fait plus ou moins la même chose. Elle a fait une reconversion après sa carrière en biologie. Et puis, son mari est développeur en informatique. Du coup, c'était lui son mentor. Et elle a eu sa première mission. Enfin, elle a passé un entretien dans une boîte de consulting, encore une fois. Et l'entretien se passe bien. Et au bout d'un moment, du coup, le mec lui dit et sinon... quand votre mari n'est pas là, vous arrivez à être autonome. Et apparemment, c'était une blague. Mais elle a très mal pris et enfin, c'est juste pas drôle, quoi. Donc en fait, il y a des choses comme ça, enfin, je sais pas, juste... Peut-être qu'il faut y réfléchir un petit peu avant. Et le mec pensait que c'était juste pour détendre l'atmosphère et tout. Mais en fait, ça marche pas, quoi. Du coup, il y a des petites blagues comme ça, il faut éviter juste. Ça peut blesser, en fait. C'est tout, voilà. Ah oui, et du coup, donc je vous ai mis les liens importants en fait qui m'ont guidée tout au long de ma reconversion. Mon premier cours de machine learning gratuit, je l'ai fait sur Coursera. Il est vraiment bien. Je vais poster le lien des slides si jamais, sur Twitter. Du coup, c'est cliquable et tout ça. Mais donc il y a Coursera. J'ai fait quelques cours très abordables et vraiment pas chers. Souvent Udemy, ils font des promotions. Donc j'ai fait quelques cours sur Python. J'en ai fait sur le test driven, plein de trucs. J'ai eu ma première certification donc, sur un site qui s'appelle Udacity. Mais bon là, c'est un peu plus cher que tout le reste. Du coup, c'est un engagement, quoi. Si vous le faites, sachez que ça ne va pas être donné, mais après, vous allez avoir une vraie certification qui sera reconnue, donc c'est vraiment cool.
Donc mon premier job, je l'ai eu via Fitech, donc l'entreprise de formation qui a un partenariat avec les entreprises. Et ma vie communautaire a commencé sur Meetup. Donc je ne sais pas si c'est votre premier Meetup ou quoi, mais en tout cas ça va repartir, j'espère, avec cet après-Covid. Et donc je vous encourage vraiment à venir au Meetup en physique parce que vous aurez cette relation organique que là, avec les speakers et les orgas. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.